Imagine un instant que tu te regardes dans un miroir, non pas pour vérifier ton apparence, mais pour te demander sincèrement, est-ce que je me respecte vraiment? Est-ce que je m'accorde la valeur que je mérite? Est-ce que les autres me traitent comme je le souhaite, comme je le mérite profondément? Ce sont des questions simples en apparence, mais elles touchent quelque chose de très profond en nous. Et si tu as cliqué sur cet audio aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'une petite voix en toi cherche quelque chose. Une réponse, un ancrage, une direction. Et je veux que tu saches dès ces premières secondes que cette curiosité que tu ressens, ce désir de comprendre et de grandir, c'est déjà une forme de courage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur parce que dans ma pratique clinique, dans mes lectures, dans mes rencontres, je l'ai vu transformer des vies. Nous allons parler de la confiance en soi chez la femme et de ce qu'il faut vraiment pour être une femme sûre d'elle et respectée. Non pas au sens superficiel du terme, non pas au sens de celle qui parle fort ou qui impose sa présence de manière agressive, mais au sens véritable, profond, durable. La femme qui sait qui elle est, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait poser des limites sans culpabilité, qui sait recevoir de l'amour sans se perdre, qui sait dire non sans s'excuser, qui sait avancer même quand le regard des autres pèse sur elle. Ce chemin, il n'est pas toujours facile, mais il est possible. Et c'est ce que nous allons explorer ensemble pendant cette heure que je t'invite à vivre pleinement à ton rythme, avec ton cœur ouvert. Alors, installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu le souhaites pendant quelques instants, respire et laisse-toi accompagner. Je voudrais commencer par une observation que je fais souvent et qui me frappe à chaque fois par sa profondeur. Quand je demande à une femme de se décrire en quelques mots, la grande majorité commence par parler de ses rôles. Je suis mère, je suis épouse, je suis professionnelle, je suis la fille de Mar, je suis l'amie de Mar. Rarement, très rarement, une femme commence par dire simplement je suis moi. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas non plus une faiblesse, c'est le reflet d'une construction sociale, culturelle, familiale, qui a appris aux femmes depuis des générations à se définir par rapport aux autres, à travers les autres, pour les autres. Pour les autres. Et cette construction, aussi bienveillante qu'elle ait pu être dans ses intentions, a souvent eu un coût immense sur la confiance en soi, parce que quand ton identité dépend entièrement de tes rôles, quand tu n'existes qu'à travers ce que tu fais pour les autres, alors ta valeur devient conditionnelle. Elle dépend de la reconnaissance des autres, elle dépend de leur approbation, elle dépend de leur amour. Et cette dépendance crée une fragilité intérieure qui peut être très douloureuse. Je pense à une femme que j'ai rencontrée dans ma pratique, appelons-la Claire. Claire avait tout ce que le monde extérieur considère comme une belle vie. Un travail stable, une famille aimante, des amis. Et Claire venait me voir parce qu'elle se sentait constamment épuisée, constamment sur le qui-vive, constamment en train de chercher l'approbation des autres. Elle me disait: «Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive jamais à me sentir bien avec moi-même». Comme si quelque chose me manquait, mais je ne sais pas quoi. Ce quelque chose qui manquait à Claire, c'était une relation solide avec elle-même, c'était la confiance en soi, non pas comme performance, mais comme fondation. Alors qu'est-ce que c'est vraiment la confiance en soi? Permettez-moi de démystifier ce concept parce que je crois qu'il est souvent mal compris. La confiance en soi, ce n'est pas l'absence de doute, ce n'est pas l'absence de peur, ce n'est pas une armure que tu portes pour que rien ne t'atteigne. La vraie confiance en soi, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et beaucoup plus puissant. C'est la capacité de se faire confiance, même dans le doute. C'est la capacité de se respecter, même quand les autres ne le font pas. C'est la capacité de rester debout, même quand le sol tremble sous tes pieds. Dans ma façon d'aborder la psychologie, j'aime beaucoup cette image. La confiance en soi, c'est comme un arbre. Un arbre qui a des racines profondes peut se laisser agiter par le vent, peut se courber, peut perdre des feuilles, mais il ne tombe pas
parce que ses racines le tiennent. Et ses racines, pour une femme, ce sont la connaissance de soi, l'acceptation de soi et l'amour de soi. Travaillons ensemble sur chacune de ces racines. La première racine, c'est la connaissance de soi, et c'est peut-être la plus fondamentale, parce qu'on ne peut pas avoir confiance en quelque chose qu'on ne connaît pas. On ne peut pas respecter ce qu'on ne comprend pas. Connaître ce soi, ce n'est pas simplement savoir ses goûts, ses préférences, ses habitudes, c'est aller plus loin, c'est comprendre ses valeurs profondes. Ce qui compte vraiment pour toi, au-delà des opinions des autres, ce qui te fait vibrer, ce qui te blesse, ce qui te nourrit, ce qui t'épuise. Et je sais que cette introspection peut faire peur, parce que parfois, quand on commence à regarder en soi, on trouve des choses qu'on préférait ne pas voir, des blessures, des peurs, des contradictions. Mais je veux te dire quelque chose d'important. Tout ce que tu trouveras en toi mérite d'être regardé avec douceur, pas avec jugement, pas avec honte, avec douceur. L'une des erreurs les plus fréquentes que j'observe, c'est que les femmes se connaissent à travers le regard des autres. Elles savent qui elles sont parce qu'on le leur a dit. Tu es trop sensible, tu es trop exigeante, tu es trop... Si, pas c'est ça. Et petit à petit, ces étiquettes deviennent une prison. Elles remplacent la vraie connaissance de soi par une image imposée de l'extérieur. Alors je t'invite à faire un exercice simple que tu peux faire ce soir, demain matin quand tu veux. Prends un moment seul, avec un carnet si tu le souhaites, et pose-toi cette question. En dehors de ce que les autres pensent de moi, en dehors de mes rôles, qui suis-je vraiment? Qu'est-ce qui me rend unique? Qu'est-ce que j'aime profondément? Qu'est-ce que je ne supporterais pas de trahir? Ce n'est pas un exercice facile, mais c'est un exercice qui peut changer ta vie. Parce que le jour où tu commences à te connaître vraiment, tu commences à exister pour toi-même et non plus seulement pour les autres. La connaissance de soi, c'est aussi comprendre ses schémas émotionnels. Pourquoi tu réagis de telle façon dans telle situation? Pourquoi certaines personnes te déstabilisent immédiatement? Pourquoi certains mots te blessent plus que d'autres? Ces réactions ne sont pas des défauts. Ce sont des informations, des signaux que ton histoire intérieure t'envoie. Et les écouter, les comprendre, c'est une forme profonde de respect envers toi-même. Je pense souvent à cette phrase que j'aime beaucoup, se connaître, c'est se donner la liberté de choisir. Parce que quand tu ne te connais pas, tu réagis. Quand tu te connais, tu réponds. Et cette différence entre réagir et répondre, c'est toute la différence entre subir sa vie et la vivre. Si ce que tu entends résonne en toi, si ces mots touchent quelque chose de réel dans ta vie, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Chaque épisode est une invitation à aller un peu plus loin dans cette connaissance de toi-même. Passons maintenant à la deuxième racine, qui est peut-être la plus délicate, la plus difficile, mais aussi la plus transformatrice. L'acceptation de soi. L'acceptation de soi, ce n'est pas la résignation. Je veux être très clair sur ce point parce que c'est une confusion que j'entends souvent. Accepter qui on est, ce n'est pas dire « voilà, je suis comme ça, je ne changerai jamais ». Non. L'acceptation de soi, c'est dire « voilà où j'en suis aujourd'hui. Voilà ce que je suis avec mes forces et mes limites, avec mes lumières et mes ombres, avec mon histoire et mes blessures, et je m'accueille comme je suis maintenant, sans attendre d'être parfaite pour me respecter. » Parce que c'est souvent ça, le piège. On se dit « je m'aimerai quand j'aurai perdu du poids. Je m'aimerai quand j'aurai réussi professionnellement. Je m'aimerai quand j'aurai trouvé l'amour. Je m'aimerai quand je serai moins anxieuse, moins sensible, moins imparfaite. » Et cette condition qu'on pose à son propre amour devient une prison dont on ne sort jamais parce qu'il y a toujours quelque chose d'autre à accomplir avant de mériter cet amour. L'acceptation de soi, c'est briser cette condition. C'est décider aujourd'hui, maintenant, que tu mérites ton propre respect et ta propre tendresse, non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es humaine. Je me souviens d'une conversation avec une jeune femme, appelons-la Sophie, qui venait me consulter pour une anxiété chronique. Sophie était brillante, attentionnée, créative, mais elle passait ses journées à se critiquer intérieurement de façon implacable. Chaque erreur, même minime, devenait une preuve qu'elle n'était pas à la hauteur.
Chaque compliment était immédiatement balayé par un mais. Elle avait développé ce que j'appelle un tribunal intérieur, une voix interne qui condamnait sans jamais acquitter. Et ce qui était frappant, c'est que Sophie n'aurait jamais parlé à une amie comme elle se parlait à elle-même. Elle était douce, compréhensive, bienveillante avec les autres, mais avec elle-même, elle était impitoyable. Est-ce que cela te parle? Est-ce que tu reconnais parfois cette voix, cette critique intérieure qui juge, qui compare, qui condamne? Si oui, je veux te poser cette question que je pose souvent en thérapie. Est-ce que tu parlerais à ta meilleure amie comme tu te parleras toi-même? Est-ce que tu lui dirais les choses que tu te dis chaque jour? La plupart du temps, la réponse est non, et c'est révélateur, parce que cela montre qu'on sait être bienveillant, qu'on a cette capacité en soi, mais qu'on ne se l'applique pas. Et la première étape vers l'acceptation de soi, c'est de commencer à se parler comme on parlerait à quelqu'un qu'on aime. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas ignorer ses erreurs ou ses limites. C'est simplement décider de les regarder avec les yeux de la compassion plutôt qu'avec les yeux du jugement. Et cette différence de regard change tout. Dans la psychologie de la pleine conscience, que j'ai beaucoup étudié et pratiqué, il y a ce concept magnifique de l'autocompassion, développé notamment par la chercheuse Kristin Neff. Et ce concept repose sur une idée simple mais révolutionnaire. Tu mérites la même compassion que tu accordes aux autres. Pas plus, pas moins. La même. L'autocompassion, ce n'est pas de la faiblesse. Des études scientifiques très sérieuses montrent que les personnes qui pratiquent l'autocompassion sont en réalité plus résilientes, plus motivées, plus capables de faire face aux difficultés que celles qui se traitent avec sévérité. Parce que la sévérité envers soi crée de la honte et la honte paralyse. Alors que la compassion crée de l'espace et l'espace permet de grandir. Alors comment cultiver cette acceptation de soi au quotidien? Je vais te donner quelques pistes concrètes, simples, que tu peux commencer à intégrer dès aujourd'hui. La première, c'est de remarquer ta voix intérieure. Pas pour la faire taire, mais pour l'écouter avec conscience. Quand tu t'entends te critiquer, fais une pause. Demande-toi, est-ce que cette pensée est vraie? Est-ce qu'elle est utile? Est-ce qu'elle me fait avancer ou est-ce qu'elle me cloue sur place? La deuxième, c'est de pratiquer ce que j'appelle le regard bienveillant. Chaque jour, trouve une chose, une seule, que tu as faite bien, pas parfaitement, bien. Et accorde-toi un moment pour reconnaître cela, sans immédiatement le relativiser avec un mais. La troisième, c'est d'apprendre à accueillir tes émotions, toutes, pas seulement les belles, les confortables, les socialement acceptables, aussi la tristesse, la colère, la peur, la jalousie. Ces émotions ne sont pas des défauts de caractère. Ce sont des signaux de ton humanité et les accueillir, c'est une forme profonde d'acceptation de soi. Permettons-nous maintenant de parler d'un sujet qui est intimement lié à la confiance en soi et qui est souvent au cœur des difficultés que rencontrent les femmes dans leur vie quotidienne. Je veux parler des limites. Poser des limites, deux mots simples, mais qui peuvent déclencher une tempête intérieure. Parce que pour beaucoup de femmes, poser des limites, c'est synonyme de blesser les autres, d'être égoïste, d'être difficile, d'être aimé en moi. Et cette peur de perdre l'amour ou l'approbation des autres en posant des limites est l'une des choses qui mine le plus profondément la confiance en soi. Je veux te proposer une façon différente de voir les choses. Une limite, ce n'est pas un mur que tu construis pour repousser les autres. Une limite, c'est une frontière que tu traces pour te protéger toi-même, pour rester toi-même dans la relation à l'autre. C'est dire, voilà jusqu'où je peux aller tout en restant moi. Voilà ce que je peux donner tout en restant entière. Voilà ce que j'accepte et ce que je n'accepte pas. Et cette clarté, loin de détruire les relations, les renforce, parce qu'une relation où l'une des personnes s'efface complètement, où l'une des personnes dit toujours oui par peur, de dire non n'est pas une vraie relation. C'est une relation déséquilibrée qui finit toujours par générer du ressentiment, de l'épuisement et parfois une rupture beaucoup plus douloureuse que n'importe quel non-dit à temps. Je pense à une femme, appelons-la Marie, qui était venue me consulter après un burn-out professionnel
Marie était quelqu'un d'extraordinairement dévoué dans son travail, dans sa famille, dans ses amitiés. Elle disait toujours oui. Elle était toujours disponible. Elle ne refusait jamais rien. Et elle était épuisée, profondément, viscéralement épuisée. En travaillant ensemble, nous avons découvert que derrière cette incapacité à dire non, il y avait une croyance très ancienne, installée dès l'enfance. Si je ne suis pas utile, si je ne donne pas tout, je ne mérite pas d'être aimé. Cette croyance, Marie ne l'avait jamais questionnée. Elle la vivait comme une vérité absolue. Et c'est cette croyance qui la vidait de son énergie, de sa joie, de sa vie. Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette histoire de sa vie? Est-ce que tu te reconnais un peu dans cette histoire? Est-ce que toi aussi tu as parfois l'impression que ton droit à l'amour, à la considération, au respect dépend de ce que tu donnes? Si oui, je veux te dire quelque chose d'essentiel. Tu mérites d'être aimé pour ce que tu es, pas seulement pour ce que tu fais. Tu mérites du respect simplement parce que tu es une personne humaine avec une valeur intrinsèque qui ne dépend d'aucune performance, d'aucun sacrifice, d'aucune utilité. Et poser des limites, c'est précisément affirmer cette valeur, c'est dire je compte, mon bien-être compte, mon temps compte, mon énergie compte. Et je ne peux pas donner ce que je n'ai pas, alors comment apprendre à poser des limites quand on n'en a pas l'habitude? Parce que je sais que c'est difficile, je sais que les premières fois, ça fait peur, ça génère de la culpabilité, ça peut même générer des conflits. La première chose, c'est de commencer de petit, pas besoin de commencer par les situations les plus chargées émotionnellement, commence par quelque chose de simple, dire non à une invitation que tu n'as pas envie d'honorer, demander un délai supplémentaire pour une tâche, exprimer une préférence au lieu de toujours laisser choisir les autres. La deuxième chose, c'est de travailler sur la culpabilité. Parce que la culpabilité est souvent la réaction automatique quand on commence à se respecter. Et il faut apprendre à distinguer la vraie culpabilité, celle qui signale qu'on a réellement blessé quelqu'un, de la fausse culpabilité, celle qui vient simplement du fait qu'on n'a pas satisfait les attentes des autres. La fausse culpabilité n'est pas un signal d'alarme, c'est simplement l'écho d'une vieille habitude. La troisième chose, c'est de pratiquer la communication assertive. L'assertivité, c'est la capacité de s'exprimer clairement, directement, avec respect pour soi et pour l'autre. Ce n'est pas l'agressivité qui écrase l'autre, ce n'est pas la passivité qui s'efface, c'est le juste milieu, la voie du respect mutuel. Une phrase assertive commence souvent par je me sens, j'ai besoin, je voudrais, je ne peux pas. Ce je, ce petit mot de 2 lettres, est en réalité l'un des actes les plus courageux qui soit pour une femme qui a appris à toujours penser aux autres en premier. Si ce contenu t'aide à mieux te comprendre, si tu sens que ces mots résonnent avec quelque chose de vrai en toi, pense à laisser un like et à t'abonner pour continuer à recevoir ces réflexions. Chaque partage aide aussi d'autres femmes à trouver ce chemin. Je voudrais maintenant aborder un aspect qui est peut-être moins évident, mais qui est fondamental pour être une femme sûre d'elle et respectée. Je veux parler du rapport au regard des autres. Nous sommes des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres. Le regard des autres nous constitue en partie. Et il n'y a rien de mal à vouloir être aimé, apprécié, reconnu. C'est profondément humain. Mais il y a une différence entre vouloir être aimé et avoir besoin d'être approuvé pour se sentir exister. Quand la confiance en soi dépend entièrement du regard extérieur, elle devient fragile comme du verre. Un commentaire négatif, une critique, un regard de travers, et tout s'effondre. Et on passe sa vie dans une vigilance permanente, à surveiller les réactions des autres, à adapter ses comportements pour plaire, à se taire pour ne pas déplaire, à s'effacer pour ne pas prendre trop de place. Cette vigilance est épuisante et elle coupe de soi-même d'une façon très profonde. Parce que force de regarder vers l'extérieur pour savoir qui on perd le contact avec son intérieur. La psychologue Brené Brown, dont j'admire beaucoup les travaux, parle de ce qu'elle appelle l'appartenance vraie,
par opposition à l'appartenance, par conformité. L'appartenance par conformité, c'est quand on se fond dans un groupe, on adopte ses codes, ses valeurs, ses comportements pour être accepté. L'appartenance vraie, c'est quand on peut être soi-même au sein d'un groupe, avec ses différences, ses opinions, ses particularités, et être quand même accepté. Et la différence entre les deux, c'est précisément la confiance en soi. Parce que l'appartenance vraie exige le courage d'être soi-même, même quand c'est inconfortable, même quand on risque le rejet. Je veux te parler d'une notion que j'utilise souvent et qui m'aide beaucoup à comprendre ce rapport au regard des autres. C'est la notion de locus de contrôle. Le locus de contrôle, c'est l'endroit où tu situes le centre de ta vie. Est-ce que tu penses que ce qui t'arrive dépend principalement de toi, de tes choix, de tes actions? Ou est-ce que tu penses que ce qui t'arrive dépend principalement des autres, des circonstances, du hasard? Les personnes avec un locus de contrôle interne ont généralement plus de confiance en elles parce qu'elles se sentent actrices de leur vie. Les personnes avec un locus de contrôle externe ont souvent plus de mal à se faire confiance parce qu'elles se sentent à la merci des événements et des autres. Et cultiver un locus de contrôle interne, ce n'est pas prétendre qu'on contrôle tout, ce n'est pas ignorer les circonstances extérieures, c'est simplement se rappeler que même dans les situations difficiles, on a toujours une zone de liberté. On a toujours le choix de comment on répond, de comment on se positionne, de comment on prend soin de soi. Viktor Frankl, le psychiatre et survivant des camps de concentration, a écrit quelque chose de magnifique que je te partage souvent. Il disait que tout peut être ôté à un être humain, sauf une chose, la liberté de choisir son attitude face à n'importe quelle situation. Et c'est dans cet espace, entre le stimulus et la réponse, que réside notre liberté la plus profonde. Cette liberté, elle est en toi. Elle a toujours été en toi, même si parfois tu l'as oubliée. Parlons maintenant d'un autre aspect essentiel qui est souvent négligé dans les conversations sur la confiance en soi. Je veux parler du corps. La confiance en soi ne vit pas seulement dans la tête, elle vit aussi dans le corps. Dans la façon dont tu te tiens, dans la façon dont tu occupes l'espace, dans la façon dont tu respires, dans la façon dont tu te regardes. Dans la façon dont tu te regardes, la relation que les femmes entretiennent avec leur corps est souvent complexe, douloureuse, chargée d'une histoire personnelle et culturelle très lourde. Les injonctions à être mince, belle, jeune, parfaite sont omniprésentes et elles créent une distance, parfois un véritable conflit, entre une femme et son propre corps. Or, le corps n'est pas un accessoire. Le corps n'est pas un problème à résoudre. Le corps, c'est toi. C'est l'expression physique de ton existence. Et la façon dont tu le traites, dont tu en parles, dont tu en prends soin, dit beaucoup de la relation que tu entretiens avec toi-même. Je ne parle pas ici de s'aimer parfaitement dans le miroir chaque matin. Je sais que c'est difficile et parfois même impossible. Je parle de quelque chose de plus accessible et de plus profond. Je parle de la neutralité bienveillante, c'est-à-dire arrêter de faire la guerre à son corps, arrêter de le critiquer, de le punir, de le traiter comme un ennemi et commencer à le traiter comme un allié. Ton corps te porte, ton corps te permet d'exister dans le monde, ton corps ressent, vibre, s'émeut et il mérite pour cela un minimum de gratitude et de soin. La posture, par exemple, est quelque chose de très intéressant d'un point de vue psychologique. Des recherches en neurosciences, notamment celle d'Amy Cuddy sur les power poses, ont montré que notre posture influence non seulement la façon dont les autres nous perçoivent, mais aussi la façon dont nous nous percevons nous-mêmes. Quand on se tient droite, quand on occupe l'espace avec son corps, on envoie un signal à son propre cerveau, je suis là, je compte, j'ai ma place, alors je t'invite à faire attention à ta posture aujourd'hui, pas de façon rigide ou artificielle, mais avec conscience. Est-ce que tu as tendance à te faire petite, à te replier sur toi-même, à baisser les yeux, à t'excuser de prendre de l'espace? Ces petits gestes quotidiens
souvent inconscients, reflètent et renforcent la relation que tu entretiens avec toi-même et les changer, même légèrement, peut avoir un effet réel sur ta confiance. Permettez-moi de faire une pause pour te parler d'un concept que j'aime beaucoup et qui est au cœur de la confiance en soi. C'est le concept d'authenticité. Être authentique, c'est être en accord avec soi-même, ses pensées, ressentir, parler et agir en cohérence avec qui on est vraiment, avec ses valeurs, avec ses besoins, avec sa vérité intérieure. Et cette cohérence, cette authenticité est l'une des sources les plus puissantes de confiance en soi. Parce que quand tu vis en accord avec toi-même, tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour te sentir bien. Tu as ta propre boussole intérieure. Et même si les autres ne comprennent pas, même si les autres ne sont pas d'accord, tu peux rester debout. Parce que tu sais que tu es fidèle à toi-même. L'authenticité, c'est aussi le courage de la vulnérabilité. Et je sais que le mot vulnérabilité peut faire peur. Dans notre culture, la vulnérabilité est souvent associée à la faiblesse. Mais je veux te proposer une autre lecture. La vulnérabilité, c'est la capacité de se montrer tel qu'on est vraiment, sans masque, sans armure, et c'est en réalité l'un des actes les plus courageux et les plus puissants qui soient. Brené Brown dit que la vulnérabilité est le berceau de la connexion, de la créativité, de l'appartenance et de l'amour. Et je crois profondément que c'est vrai, parce que c'est quand on se montre tel qu'on est, avec ses forces et ses failles, qu'on crée de vraies connexions. Pas des connexions superficielles basées sur une image parfaite, mais des connexions profondes, réelles, nourrissantes. Si tu n'as pas encore pris le temps de t'abonner, je t'invite à le faire maintenant. C'est une façon simple de continuer ce chemin ensemble, d'avoir accès à tous ces contenus qui sont conçus pour t'accompagner dans cette belle aventure qu'est la connaissance de soi. Je voudrais maintenant aborder un sujet qui est souvent au cœur des difficultés relationnelles des femmes et qui est intimement lié à la confiance en soi. Je veux parler des relations toxiques et des schémas répétitifs. Combien de fois ai-je entendu des femmes me dire ⁇ Je ne comprends pas, je tombe toujours sur le même type de personne ⁇ Je me retrouve toujours dans les mêmes situations, comme si une force invisible me ramenait toujours au même endroit. Cette impression n'est pas une illusion, et ce n'est pas une illusion, et ce n'est pas non plus une malédiction. C'est ce que les psychologues appellent la répétition compulsive, un mécanisme par lequel nous reproduisons inconsciemment des schémas relationnels appris dans l'enfance parce qu'ils sont familiers, parce qu'ils correspondent à notre carte intérieure du monde, même quand ils nous font souffrir. Une femme qui a grandi avec un parent peu disponible émotionnellement sera souvent attirée, sans le savoir, par des partenaires peu disponibles. Non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce que cette dynamique lui est familière. Elle correspond à sa définition inconsciente de l'amour. Et changer cette dynamique exige d'abord de la reconnaître. La confiance en soi joue un rôle crucial dans ces schémas parce que plus on a confiance en soi, plus on a une image positive de soi, plus on est capable de choisir des relations qui nous respectent, qui nous nourrissent, qui nous font grandir. Et moins on a confiance en soi, plus on est susceptible d'accepter des relations qui nous diminuent, qui nous épuisent, qui nous blessent, parce qu'on pense inconsciemment qu'on ne mérite pas mieux. C'est une réalité difficile à entendre, je le sais, mais je la partage avec toi, non pas pour te faire culpabiliser, mais pour te donner du pouvoir. Parce que si c'est ton niveau de confiance en toi qui détermine en partie les relations que tu attires et que tu acceptes, alors en travaillant sur ta confiance en toi, tu changes aussi le type de relation que tu auras. Et ce travail commence par une question simple mais profonde. Est-ce que cette relation me nourrit ou m'épuise? Est-ce que je suis mieux ou moins bien quand je suis avec cette personne? Est-ce que je peux être moi-même dans cette relation? Ou est-ce que je dois constamment me plier, m'adapter, me faire petite? Ces questions ne sont pas toujours faciles à poser. Elles le sont encore moins à répondre honnêtement, mais elles sont essentielles pour commencer à faire des choix alignés
avec ton bien-être réel. Je veux aussi parler de quelque chose qui est souvent confondu avec la générosité, mais qui en est en réalité l'opposé. Je veux parler du comportement de sauveur ou ce qu'on appelle parfois le codépendance. La codépendance, c'est quand on se sent responsable du bonheur des autres, quand on met constamment les besoins des autres avant les siens, quand on tire sa propre valeur du fait d'être nécessaire aux autres. Quand on a du mal à exister en dehors des relations, ce comportement est souvent vu comme de la générosité, de l'amour, du dévouement, et il y a parfois une vraie générosité dans ce comportement, mais il y a aussi souvent une peur profonde. Mais il y a aussi souvent une peur profonde, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas être aimé si on n'est pas utile, la peur de ne pas valoir grand-chose par soi-même. Et cette peur, si on ne la reconnaît pas, si on ne la travaille pas, peut mener à des relations profondément déséquilibrées où on se perd complètement dans l'autre. Alors, la vraie générosité, celle qui nourrit à la fois celui qui donne et celui qui reçoit, c'est celle qui vient d'un endroit de plénitude et non de manque. C'est donné parce qu'on a quelque chose à offrir et non parce qu'on a peur de perdre l'amour. Si on ne donne pas, et pour arriver à ce point, il faut d'abord s'occuper de soi. Il faut d'abord remplir son propre vase avant de pouvoir en verser pour les autres. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Je pense à cette image que j'utilise souvent. Dans les avions, lors des consignes de sécurité, on nous dit toujours de mettre son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Parce qu'on ne peut pas aider quelqu'un si on est soi-même en train d'étouffer. Et c'est qu'exactement la même logique dans la vie. Tu ne peux pas vraiment aimer les autres si tu ne t'aimes pas d'abord. Tu ne peux pas vraiment prendre soin des autres si tu ne prends pas soin de toi. Abordons maintenant quelque chose qui me touche beaucoup et qui est souvent au cœur de la transformation personnelle. Je veux parler de la relation entre la confiance en soi et la peur de l'échec. L'une des choses qui paralyse le plus les femmes dans ma pratique et dans mes observations, c'est la peur de l'échec. Cette peur qui empêche de prendre des risques, d'essayer de nouvelles choses, de s'exposer. Cette peur qui fait qu'on préfère ne pas essayer plutôt que d'essayer de rater. Et cette peur est souvent alimentée par une croyance très répandue et très destructrice, l'idée que l'échec dit quelque chose de fondamental sur notre valeur en tant que personne. Comme si rater quelque chose signifiait être quelqu'un de raté. Mais je veux te proposer une autre façon de voir les choses. L'échec n'est pas l'opposé du succès. L'échec est une partie du chemin vers le succès. Chaque personne qui a accompli quelque chose de grand dans sa vie a échoué, parfois de nombreuses fois, avant d'y arriver, et ce n'est pas malgré ces échecs qu'elles ont réussi. C'est en partie grâce à eux, parce que chaque échec enseigne quelque chose. Chaque erreur est une information, chaque chute est une opportunité de se relever plus fort. Carol Dweck, une psychologue de Stanford dont j'admire beaucoup les travaux, a développé le concept de growth mindset que l'on pourrait traduire par état d'esprit de croissance. Cet état d'esprit, c'est la conviction que nos capacités ne sont pas figées, qu'on peut apprendre, grandir, s'améliorer à travers l'effort et l'expérience. Et les personnes qui ont cet état d'esprit voient les défis et les échecs non pas comme des menaces, mais comme des opportunités de grandir. À l'opposé, il y a ce qu'elle appelle le fixed mindset, l'état d'esprit figé, qui voit les capacités comme innées et immuables et qui fait donc que chaque échec est vécu comme une preuve définitive de son insuffisance. La bonne nouvelle, c'est que cet état d'esprit n'est pas une donnée fixe. On peut le cultiver, on peut s'entraîner à voir les défis différemment. On peut apprendre à se dire, face à une difficulté, je n'y arrive pas encore. Ce mot encore change tout. Il ouvre une porte là où il n'y en avait pas. Et cette façon de voir les choses est intimement liée à la confiance en soi. Parce que quand tu sais que tu peux apprendre, que tu peux grandir, que tu peux t'améliorer, t'as moins peur d'essayer, t'as moins peur de rater. Et cette liberté d'essayer, c'est l'une des choses les plus libératrices qui soient. Je veux aussi te parler d'une dimension qui est souvent oubliée dans les conversations sur la confiance en soi, mais qui est pourtant fondamentale. Je veux parler du sens. Du sens que tu donnes à ta vie, à tes actions, à tes choix. Viktor Frankl, dont je t'ai déjà parlé, a consacré sa vie
à comprendre ce qui permet aux êtres humains de traverser les épreuves les plus difficiles, et sa conclusion était simple et profonde, c'est le sens. Quand on sait pourquoi on vit, on peut supporter presque n'importe quel comment. Et je crois que c'est vrai aussi pour la confiance en soi. Une femme qui a un sens clair de ce qui compte pour elle, de ce qu'elle veut contribuer au monde, de ce qui donne de la valeur à son existence, cette femme a une source intérieure de force qui ne dépend pas du regard des autres. Elle sait pourquoi elle se lève le matin. Elle sait pourquoi elle fait ce qu'elle fait. Et cette clarté lui donne une stabilité, une assurance, une dignité qui est très différente de la confiance en soi de façade. Alors je t'invite à te poser cette question, peut-être la plus importante de toutes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? Pas ce qui devrait compter selon les autres, selon la société, selon ta famille. Ce qui compte pour toi profondément, authentiquement, viscéralement. Cette question mérite du temps, elle mérite de la réflexion, elle mérite peut-être plusieurs conversations avec toi-même avant de trouver une réponse claire. Mais c'est une question qui vaut la peine d'être posée parce que la réponse, quand elle vient, est une boussole pour toute ta vie. Si ce contenu t'apporte quelque chose de précieux, si tu sens que ces réflexions t'aident à avancer, je t'encourage à laisser un like et à t'abonner. C'est une façon de continuer ce chemin ensemble et de soutenir la création de ces contenus qui sont conçus avec soin pour toi. Je voudrais maintenant parler d'un aspect très pratique de la confiance en soi, qui est souvent négligé. Je veux parler de la prise de décision. L'une des manifestations les plus visibles d'un manque de confiance en soi, c'est la difficulté à prendre des décisions. Cette tendance à toujours demander l'avis des autres avant de se décider. Cette anxiété face aux choix, même les plus simples, cette habitude de remettre en question ses décisions une fois prises, de se demander si on a bien choisi, si on aurait pu faire mieux, cette difficulté à décider vient souvent d'une peur de se tromper, bien sûr, mais elle vient aussi d'un manque de confiance dans son propre jugement. Comme si les autres savaient mieux que soi ce qui est bien pour soi. Or, personne ne te connaît mieux que toi-même, personne n'a accès à ta vie intérieure, à tes valeurs, à tes besoins, à ton histoire, comme tu y as accès toi-même. Et même si ton jugement n'est pas parfait, même si tu feras parfois des erreurs, tes décisions prises avec conscience et sincérité seront toujours plus alignées avec qui tu es que les décisions prises par quelqu'un d'autre. Faire confiance à son propre jugement, c'est un muscle. Ça se développe avec la pratique. Et la façon de le développer, c'est de commencer à prendre de petites décisions par soi-même sans chercher systématiquement l'approbation de l'extérieur et d'observer ce qui se passe. D'observer que la plupart du temps, tu t'en sors très bien, que tu as en toi les ressources nécessaires pour naviguer ta vie. Il y a aussi quelque chose d'important à comprendre sur la prise de décision, c'est que toute décision comporte une part d'incertitude. Et apprendre à tolérer l'incertitude est l'une des compétences les plus importantes pour la confiance en soi. Parce que chercher la certitude absolue avant de décider, c'est souvent une façon de ne jamais décider, de rester paralysé, d'attendre un signal qui ne viendra jamais. La tolérance à l'incertitude, ça se cultive aussi. Ça commence par accepter que l'incertitude fait partie de la vie, qu'elle est inévitable et que ce n'est pas l'absence d'incertitude qui nous protège, mais notre capacité à avancer malgré elle. Je veux maintenant te parler de quelque chose qui me tient très à cœur et qui est souvent le point de départ de tous les changements. Je veux te parler de l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Nous avons tous une narrative personnelle, une histoire que nous nous racontons sur qui nous sommes, d'où nous venons, pourquoi nous sommes comme nous sommes. Et cette histoire, souvent construite dans l'enfance, souvent basée sur des interprétations d'événements passés, guide notre vie de façon très puissante. Certaines femmes se racontent une histoire dans laquelle elles sont des victimes, où les choses leur arrivent, où les autres ont du pouvoir sur elles, où elles n'ont pas vraiment leur mot à dire. Et cette histoire, même si elle a peut-être eu un fond de vérité dans le passé, les empêche de voir les possibilités du présent,
D'autres se racontent une histoire dans laquelle elles ne sont jamais à la hauteur, où elles sont toujours en train de manquer quelque chose, d'être insuffisantes, de décevoir, et cette histoire les épuise, les paralyse, les empêche de s'autoriser la joie et le succès, et d'autres encore se racontent une histoire dans laquelle elles sont seules responsables du bonheur de tout le monde autour d'elles, où elles n'ont pas le droit de ne pas être disponibles, d'avoir besoin, d'être vulnérables. Et cette histoire les isole et les écrase. La bonne nouvelle, c'est que ces histoires peuvent être réécrites. Non pas en effaçant le passé, non pas en niant les difficultés vécues, mais en choisissant de les interpréter différemment, en choisissant de voir dans son histoire non pas seulement les blessures, mais aussi la résilience. Non pas seulement ce qu'on a perdu, mais aussi ce qu'on a appris. Non pas seulement ce qu'on n'a pas eu, mais aussi ce qu'on a construit malgré tout. Cette réécriture de son histoire, c'est ce que les thérapeutes appellent la renarration. Et c'est l'un des outils les plus puissants du changement. Parce que quand tu changes l'histoire que tu te racontes, tu changes la façon dont tu te vois. Et quand tu changes la façon dont tu te vois, tu changes la façon dont tu vis. Je pense à une femme, appelons-la Isabelle, qui avait vécu une enfance difficile, marquée par l'absence de son père et les difficultés économiques de sa famille. Pendant des années, Isabelle s'était raconté une histoire dans laquelle elle était une enfant abandonnée, qui n'avait pas eu de chance, qui avait manqué de l'essentiel. En travaillant ensemble, nous avons commencé à regarder cette même histoire sous un autre angle. Oui, Isabelle avait vécu des difficultés. Oui, elle avait manqué de certaines choses, mais elle avait aussi développé, grâce à ces difficultés, une résilience extraordinaire, une capacité à se débrouiller, une empathie profonde pour ceux qui souffrent, une détermination à construire sa vie par elle-même. Quand Isabelle a commencé à se voir non plus comme une enfant abandonnée, mais comme une femme qui avait traversé l'adversité et en était sortie plus forte, quelque chose de fondamental a changé en elle. Sa façon de se tenir, de parler d'elle-même, de se projeter dans l'avenir, elle n'avait pas changé son passé, elle avait changé son rapport à son passé, et ce changement avait tout changé. Ton histoire, quelle qu'elle soit, contient en elle les graines de ta force, et je t'invite à la regarder avec cet œil-là. Pas pour minimiser ce que tu as vécu, mais pour découvrir dans ces mêmes expériences la preuve de ta résilience. Parlons maintenant d'un dernier aspect essentiel que je veux aborder avant de conclure. Je veux parler de la joie et du droit au bonheur parce que j'ai observé chez beaucoup de femmes quelque chose qui me touche profondément, une difficulté à se permettre d'être heureuse, une culpabilité face à la joie. Comme si le bonheur était quelque chose qu'on ne mérite pas ou quelque chose qu'on ne peut pas se permettre tant que les autres autour de soi ne vont pas bien. Cette difficulté à recevoir la joie, à se l'autoriser, est souvent une autre manifestation du manque de confiance en soi. Parce que se permettre d'être heureuse, c'est aussi affirmer qu'on mérite le bien, que sa vie a de la valeur, que ses besoins comptent. Et je veux te dire quelque chose que je crois profondément, tu as le droit d'être heureuse, pas parce que tu l'as mérité, pas parce que tu as souffert suffisamment, pas parce que tu as tout donné aux autres, mais simplement parce que tu es en vie, parce que tu es humaine, parce que la joie est une part essentielle de l'existence humaine. Prendre soin de sa joie, c'est aussi une forme de responsabilité, parce que quand tu es heureuse, quand tu rayonnes, quand tu vis pleinement, tu as bien plus à offrir aux autres que quand tu es épuisé et vide. La joie n'est pas égoïste, la joie est contagieuse et se partage, elle nourrit. Alors je t'invite à te demander qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me nourrit vraiment, qu'est-ce qui me fait sentir vivante, entière, moi-même, et à commencer à faire de ces choses une priorité, non pas comme une récompense que tu t'accordes après avoir tout accompli, mais comme un pilier de ta vie quotidienne. Prendre soin de soi, c'est aussi ça, c'est cultiver sa joie. C'est protéger ses sources d'énergie, c'est s'autoriser les petits plaisirs, les grandes passions, les moments de silence, les éclats de rire, les rêves. Et c'est dans cette joie, dans cette plénitude, dans cet amour de soi que naît la vraie confiance,
Pas la confiance de façade, celle qui s'effondre au premier regard critique, mais la confiance profonde, celle qui tient même dans les tempêtes. Nous arrivons maintenant vers la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble. Et je voudrais prendre quelques minutes pour récapituler les points essentiels que nous avons explorés, parce que je crois que les rappels sont importants. Non pas parce que tu n'as pas compris, mais parce que la répétition ancre les apprentissages dans la durée. Nous avons parlé de la connaissance de soi, de l'importance de se connaître vraiment, au-delà des rôles et des étiquettes imposées par les autres. Nous avons vu que se connaître, c'est se donner la liberté de choisir, que c'est la première racine de la confiance en soi. Nous avons parlé de l'acceptation de soi, de cette capacité à s'accueillir tel qu'on est, avec ses forces et ses limites, sans attendre d'être parfaite pour se respecter. Nous avons vu que l'autocompassion n'est pas de la faiblesse, mais une forme de force profonde. Nous avons parlé des limites, de ce courage de dire non, de tracer des frontières qui nous protègent tout en nous permettant de donner vraiment. Nous avons vu que poser des limites, c'est affirmer sa valeur. Nous avons parlé du regard des autres, de la différence entre vouloir être aimé et avoir besoin d'être approuvé. Nous avons vu que la vraie confiance en soi vient de l'intérieur et non de l'extérieur. Nous avons parlé du corps, de cette relation précieuse et souvent difficile avec soi-même dans sa dimension physique. Nous avons vu que traiter son corps comme un allié plutôt qu'un ennemi est une forme profonde de respect de soi. Nous avons parlé de l'authenticité, de ce courage d'être soi-même avec ses forces et ses vulnérabilités. Nous avons vu que c'est dans l'authenticité que naissent les vraies connexions. Nous avons parlé des schémas relationnels, de ces répétitions inconscientes qui nous ramènent toujours aux mêmes endroits. Nous avons vu que la confiance en soi est la clé pour briser ces schémas et choisir des relations qui nous nourrissent. Nous avons parlé de la peur de l'échec, de ce growth mindset qui permet de voir les erreurs comme des apprentissages. Nous avons vu que la liberté d'essayer est l'une des choses les plus libératrices qui soient. Nous avons parlé du sens, de cette boussole intérieure qui nous guide indépendamment du regard des autres. Nous avons vu que savoir ce qui compte vraiment pour soi est une source profonde de stabilité et d'assurance. Nous avons parlé de la prise de décision, de ce muscle de la confiance en soi qui se développe avec la pratique. Nous avons vu que faire confiance à son propre jugement, c'est aussi faire confiance à sa propre vie. Nous avons parlé de l'histoire que l'on se raconte, de cette narrative personnelle qui peut nous emprisonner ou nous libérer. Nous avons vu que réécrire son histoire, c'est transformer sa vie. Et enfin, nous avons parlé de la joie, de ce droit fondamental au bonheur qui est souvent oublié ou mis de côté. Nous avons vu que prendre soin de sa joie, c'est prendre soin de sa vie. Tout cela forme un tableau, une vision de ce qu'est vraiment une femme sûre d'elle et respectée. Ce n'est pas une femme parfaite, ce n'est pas une femme sans peur ni doute. C'est une femme qui se connaît, qui s'accepte, qui se respecte, qui sait ce qu'elle vaut, qui sait ce qu'elle veut, qui sait poser des limites, qui sait avancer même dans l'incertitude, qui sait se relever après les chutes, qui sait s'autoriser la joie. Cette femme, elle est en toi, elle a peut-être été mise de côté, étouffée par les peurs, les blessures, les croyances limitantes, mais elle est là, elle a toujours été là. Et tout ce travail que nous avons fait ensemble aujourd'hui, c'est un chemin pour aller à sa rencontre. Je veux terminer avec quelque chose que je dis souvent à mes patients et qui me touche chaque fois profondément. Le changement ne se fait pas en un jour. La confiance en soi ne s'acquiert pas en une heure d'écoute, aussi précieuse soit-elle. C'est un chemin qui demande du temps, de la patience, de la bienveillance envers soi-même et beaucoup de courage. Mais ce chemin vaut absolument la peine d'être parcouru. Parce que au bout de ce chemin, il y a une vie plus libre, plus vraie, plus pleine, une vie dans laquelle tu te sens chez toi dans ta propre peau, une vie dans laquelle tes relations sont choisies et non subies.
Une vie dans laquelle tu te lèves le matin avec le sentiment d'avoir ta place dans le monde. Et je veux que tu saches que tu mérites cette vie. Pas parce que tu l'as gagnée, pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es toi, parce que tu existes, parce que ta présence dans ce monde a de la valeur, une valeur qui ne se mesure pas en performance, en utilité, en sacrifice, mais simplement en être. Prends soin de toi. Prends soin de cette femme magnifique et complexe que tu es. Donne-toi la permission d'être imparfaite et belle à la fois. Donne-toi la permission d'avoir besoin et de recevoir. Donne-toi la permission de grandir, de changer, de te surprendre toi-même. Et rappelle-toi chaque matin que la personne la plus importante à qui tu dois te montrer bienveillante, la personne qui mérite le plus ton amour et ta considération, c'est toi-même. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Merci pour ta confiance, pour ta présence, pour l'attention que tu as accordée à ces mots. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose t'a touché, si une idée a résonné avec quelque chose de vrai en toi, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être une amie, une sœur, une femme dans ta vie qui cherche elle aussi ce chemin vers elle-même, parce que ces conversations, quand elles se propagent, ont le pouvoir de changer des vies. Et c'est ensemble, en nous soutenant les unes les autres, que nous pouvons aller plus loin. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.